Bonsoir à tous. Vous connaissez tous sans doute les circuits courts. Petit à petit, ils se sont fait une place au soleil dans le secteur alimentaire, dans la production de légumes par exemple. Vous êtes de plus en plus nombreux à acheter directement à vos maraîchers. Mais dans le domaine énergétique, cela reste une exception. Et pourtant, bénéficier de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques de votre voisin, c'est tout à fait possible. On va vous le montrer dans cette émission. C'est l'œuvre de précurseurs qui se sont lancés dans cette aventure et ça n'a pas toujours été simple. Vous allez vous en rendre compte. Mathieu Bourgeois, bonsoir. Vous êtes chef de projet à l'APER, c'est l'association pour la promotion des énergies renouvelables. Alors c'est vrai que ça paraît simple a priori, dire je vais utiliser l'électricité produite par quelqu'un d'autre. Finalement, à mettre en place, c'est plutôt compliqué. Alors oui, effectivement, parce qu'il faut du coup expliquer en fait ce nouveau concept aux gens qui ont l'habitude d'être dans leur relation de clients avec leurs fournisseurs. Et ici, on reproduit en fait le même schéma quelque part, mais au niveau local. Donc il faut motiver les gens, il faut identifier les personnes intéressées. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect, on va dire, juridique, puisque j'imagine qu'on va en parler. On va en parler, effectivement. Okay. Ouais. Mais donc voilà, il y a toute une série de démarches administratives à entreprendre avant d'arriver au projet. Alors on va le voir, il y en a des communautés d'énergie renouvelable, il y en a deux pour l'instant en région bruxelloise et l'une d'entre elles a vu le jour à Gansoren. Depuis le 1er août, une école communale et un particulier revendent leur surplus d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est vendu à des habitants du quartier. On découvre ce projet en images. Voir de plus près ces fameux panneaux photovoltaïques qui vont fournir de l'électricité au quartier. Ils couvrent toute la toiture de l'école communale Nos-Bambins, les panneaux photovoltaïques. De quoi alimenter en électricité plusieurs bâtiments différents. Ça fournit l'électricité à l'école quand l'école est ouverte. Ça fournit également de l'électricité à la crèche qui est juste à côté. Il y a deux autres bâtiments communaux, la bibliothèque et la maison de la prévention. À côté de ça, il y a tous les riverains qui sont sur la même cabine que l'école, qui peuvent en profiter. C'est la particularité du projet. Ces panneaux fournissent aussi de l'électricité à plusieurs habitants du quartier. À côté de celle de leurs fournisseurs, ils profitent donc de cette énergie verte locale, à moindre coût, puisque les frais de transport de cette électricité sont réduits. C'est une opération pilote menée par l'association APER qui promeut les énergies renouvelables et qui a séduit la commune de Gansoren. Il y avait une volonté de la commune de profiter des surfaces des bâtiments communaux afin que les habitants aient l'électricité à moindre coût. Donc comme l'école est fermée 2 mois par an en plus les week-ends, évidemment cette électricité produite est une électricité qui était un petit peu gaspillée. Et donc ce système-là permet finalement qu'elle profite et qu'elle profite localement. Marc, riverain de l'école, est un des bénéficiaires du projet, séduit par le côté novateur de ce circuit court énergétique, beaucoup plus que par le gain financier qu'il peut en espérer, qui reste symbolique. On est avec un prix donc, pour l'électricité verte locale qui est de 5 centimes d'euros inférieur au prix moyen de tous les participants du projet. Bon, les gains ne sont pas énormes, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis, c'est au-delà de ça, comme je dis, c'est vraiment de participer à un projet pilote. Un projet qui est appelé à se multiplier dans les années qui viennent. Alors Cédric Duganal, bonsoir. Vous êtes ingénieur à la commune de Gansoren et vous êtes une des chevilles ouvrières de ce projet. Alors, ça a été quoi le plus compliqué dans la mise en place de ce projet ? Eh bien, commençons plutôt par les panneaux qui sont sur la toiture là, appartiennent à la région Bruxelles-Capitale, il faut le rappeler, dans le cadre de SolarClick. Et en 2019, Sibelga est venu toquer à notre porte en même temps qu'APER en disant voilà, est-ce qu'on veut participer à un avant-projet ce principe d'autoconsommation collective qui est porté par l'Europe. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vraiment d'abord informer les gens, les convaincre, et puis il faut mettre une structure en place. Il faut, je pense que Mathieu en parlera, il faut d'abord analyser le réseau. Et pour ce faire, il y a eu une séance d'information en septembre 2019
où on a invité quand même, c'est plutôt Sibelga qui avait commencé à initier cette séance d'information pour inviter le maximum de résidents. La cabine en question, située rue François Beckmans, elle dessert 525 codes AN et répartie en 174 adresses. Ici, vous parlez quoi expliquez-nous, ça veut dire quoi ces codes dont vous parlez? Ce sont des compteurs. Oui, c'est ça, des compteurs. Des compteurs électriques. D'accord, des numéros de compteurs. Oui. Des numéros de compteurs. Ici, nous sommes une petite communauté d'énergie. On parle de 15 codes EAN, 15 compteurs électricité qui sont dans cette petite communauté d'énergie. Donc, je le disais, on a eu une réunion en septembre 2019, séance d'information. Il y avait une feuille de consentement qui avait été distribuée aux participants pour leur permettre de accepter le fait que Sibelga puisse fournir à APER, qui devait analyser du coup le comportement. En fait. On va y venir plus tard, mais on va spécifier donc tout ce dispositif qui a été mis en place. On va s'étendre sur le sujet. Marie-Pierre Fauconnier, bonsoir. Vous êtes directrice générale de Sibelga. Alors on le voit, il y a une structure à mettre en place. Il faut aussi une dérogation du régulateur Brugel, parce qu'actuellement, le faire sans dérogation, c'est pas permis, quoi. Mais c'est-à-dire que le cadre régulatoire, le cadre légal existant ne prévoit rien pour les communautés d'énergie. Donc on est vraiment dans 2 projets pilotes qui vont nous permettre de construire notre expérience pour pouvoir à terme avoir une ordonnance au niveau de la région bruxelloise qui va fixer le cadre dans lequel pourra se déployer de manière massive ce concept de la communauté d'énergie. Et donc en fait par ces 2 projets pilotes, on va apprendre en fait quelque part. Et pour Sibelga, qui est un facilitateur, qui va soutenir ce type de projet, qui vraiment veut promouvoir ce type de communauté d'énergie, mais aussi pour les opérateurs comme APER, qui doivent quelque part aussi apprendre ce nouveau métier, et aussi, je dirais, les communes ou autres institutions qui sont effectivement propriétaires, en l'occurrence ici, de la production d'énergie, même si c'est la région qui est propriétaire des panneaux photovoltaïques. Et donc, tout un chacun apprend son métier de manière à, in fine, avec le régulateur, pouvoir, je dirais, disposer d'un cadre qui, ce moment-là, ne sera plus un cadre dérogatoire, puisqu'on aura un cadre qui sera établi. Mais donc, apparemment, c'est pas facile d'obtenir cette autorisation ou cette dérogation. Ça nécessite quand même la mise en place d'un dossier assez conséquent. Tout à fait. Alors, c'est un dossier qu'on doit introduire au niveau du régulateur, effectivement, qui doit spécifier, je dirais, toutes les conditions techniques, toutes les conditions dérogatives, etc., sur lequel, en fait, le régulateur va effectivement prévoir la dérogation par rapport, je dirais, au système et à l'absence de cadre régulatoire actuel. Ouais. Alors finalement, ici, on voit quand même il y a pas mal de panneaux. Il y en a combien en fait de panneaux installés? 122 panneaux, ce qui représente, j'arrondis à 35 kW de crête. En gros, c'est 32 000 kWh de production par an. Ouais. Alors on va essayer de situer ça Qu'est-ce que ça représente pour les ménages qui ont adhéré à cette communauté? Alors, donc le projet a démarré le 1er août dernier, donc 1er août 2020, et on a constaté que sur le mois d'août, 44% de la consommation de l'ensemble des consommateurs était issue des panneaux de l'école et aussi d'un autre petit producteur qui a mis à disposition sa production d'électricité à l'ensemble des consommateurs du projet. Voilà, il faut évidemment savoir que le mois d'août forcément est un mois particulièrement ensoleillé. Et en plus, il a été très très chaud cette année, donc c'était ultra favorable, on va dire ça comme ça. Un mois de novembre, comme maintenant, c'est beaucoup moins, on imagine. C'est beaucoup moins. Et alors sur l'année, on peut, à la très grosse louche, estimer que ça fait environ 30% de la consommation qui est alimentée donc localement. Il ne faut pas perdre de vue que l'école va d'abord consommer en fait l'électricité qui est produite, et c'est tous les surplus, par exemple le samedi, le dimanche, le mercredi après-midi, où effectivement, quand l'école ne va pas consommer ou la crèche, à ce moment-là, l'électricité va pouvoir être partagée avec les gens de la communauté d'énergie. Mais donc, il y a un système où ce n'est pas automatiquement, je dirais, versé vers les personnes de la communauté d'énergie. C'est d'abord en fait l'école et ensuite, je dirais, les participants. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on atteint des chiffres de l'ordre de 44% au mois d'août, parce que typiquement
et l'école est fermée ou a une très très faible consommation, et la crèche était en partie fermée au mois d'août. Donc voilà, c'est ce qui explique. En fait, c'est vraiment tout le concept, c'est cette électricité, ne l'injectons pas simplement dans le réseau, faisons en fait un concept global au niveau local de la production, consommation d'énergie. Alors on voit tout l'intérêt, Cédric Buggenhout. Est-ce qu'il y a eu vraiment, vous pensez, un attrait pour ce projet, ou alors c'est novateur, ça a demandé du temps et donc au final il y a une dizaine seulement, on va dire, de personnes qui sont entrées dans cette communauté? C'est dans l'air du temps, donc on a foncé dans cette thématique. Il pourrait y en avoir beaucoup plus que cette dizaine de personnes, vu l'installation, pour que ça reste intéressant. À partir du moment où, comme Mme Fauconnier le disait, à partir du moment où il y a un cadre qui nous l'autorise. Ici, on est dans des avant-projets, des projets tests. Donc, Quelle est la masse critique? On aurait pu aller jusqu'à combien de participants à cette petite communauté qui fonctionne sur une cabine en particulier et une installation dans une école et celle de ce particulier? Alors effectivement, ça c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir, puisque l'installation est ce qu'il est. On ne va pas plus produire parce qu'il y a plus de consommateurs, donc il y a un gâteau à partager. Au plus il y a de gens qui mangent des parts de ce gâteau, au plus forcément la part sera petite. Donc il faut trouver un bon équilibre entre être assez ouvert et inclusif, mais en même temps ne pas avoir trop de monde pour ne pas que les personnes aient un volume d'électricité ridicule qui est mis à leur disposition. Ouais, et ici, dans ce cas-ci que vous connaissez très bien puisque vous l'avez conduit, il y aurait pu avoir plus de personnes qui adhèrent à cette communauté. Le système aurait pu le supporter et rester intéressant? Alors pour l'instant, on considère qu'on a plus ou moins un nombre optimal, on va dire, mais il est clair qu'en fonction des différentes données qu'on collecte au fur et à mesure, en fonction des consommations et de la production mis à disposition, on va pouvoir au fil des mois évaluer si oui ou non il y a lieu s'il y a une marge pour rajouter d'autres consommateurs. C'est ça. Alors, question, est-ce que... pour ces gens, ils ne consomment pas directement, ils ne savent pas s'ils consomment directement cette électricité-là qui est produite par l'école, puisque tout est envoyé sur le réseau. Comment faites-vous pour faire en sorte qu'ils consomment l'électricité qui est vraiment produite dans cette école? Eh bien, donc on a installé des compteurs communicants qui relèvent donc, au contraire d'un compteur classique, où on vient relever tous les ans la consommation. Ici, c'est un compteur donc communicant qui communique automatiquement à Sibelga la consommation et la production donc à la fois la consommation et à la fois la production qui est injectée par l'école et par le producteur particulier. Et on met en parallèle les deux données. Et pour donner un exemple très concret, imaginons que j'invente des chiffres. Pendant un quart d'heure, l'installation injecte 10 kWh et que chaque consommateur, au même moment, a consommé 1 kWh. On peut imaginer que chaque consommateur a consommé individuellement 1 kWh d'électricité locale. Donc ça nécessite dans l'installation, il faut changer le compteur, de toute façon, par rapport au compteur à bande, là, ceux qui tournent, c'est des compteurs différents en fait. Ça nécessite effectivement l'installation de compteurs connectés pour pouvoir avoir la possibilité de mesurer en quasi-temps réel ou la consommation ou l'injection sur le réseau. Et effectivement, quand vous avez un compteur traditionnel, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire puisque ce compteur est un compteur qui est relevé sur base annuelle et qui n'offre pas la possibilité pour Sibelga justement de pouvoir dire telle personne, dans le cadre de cette autoconsommation collective, a consommé autant, etc., etc. Donc oui, ça nécessite effectivement un compteur connecté, mais j'ai envie de vous dire, c'est pour nous une nécessité. Si cette notion de consommation collective venait à se déployer massivement sur la région bruxelloise. Alors c'est vrai que ces compteurs connectés font l'objet de pas mal de polémiques. On ne va pas entrer ici dans cette polémique sur ces compteurs dits intelligents parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas c'est important de savoir qu'il faut effectivement un de ces compteurs. Vous posiez la question tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable engouement par rapport à l'autoconsommation collective ou par rapport à ces communautés d'énergie, puisque nous, on a déjà été contactés par près de 32 porteurs de projets qui souhaiteraient vraiment pouvoir développer ce type d'initiative en fait en région bruxelloise. Et donc on est, nous, prêts
à faciliter, à soutenir, ce type d'initiative, que ce soit porté par l'APER ou d'autres, porteurs de projets. Et on sait que dans les cartons, en tout cas chez nous, on en a encore 32 qui attendent ce fameux, cadre légal. Vous avez senti cet engouement, vous, auprès des habitants ? Si on revient un peu sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comme je disais, en septembre 2019, il y a eu cette séance d'information, mais le remplacement des compteurs date d'été 2019. Je ne sais pas si Sibelga a remplacé l'ensemble des 525 compteurs, je ne me rappelle pas, mais il faut bien préciser qu'il y a eu un formulaire de consentement. Oui, mais vous avez senti vraiment une envie de la participants à l'Écono-Bambin, la séance en septembre. Ouais. Et puis il y a eu une deuxième séance en décembre 2019 où là, entre justement ce formulaire de consentement a permis à APER de pouvoir analyser le comportement du réseau. Et donc vous aviez proposé en décembre 2 modèles, le modèle hybride, le modèle cascade, on ne va pas en débattre ici. C'est technique. Oui, c'est technique, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les riverains ont décidé en fait quel modèle on allait choisir, le modèle cascade en l'occurrence. On est dans un modèle de communication créateur de liens, on va dire ça comme ça. Ces communautés apprennent aussi à se connaître. Au-delà de l'aspect économique, moi je vois surtout 2 principaux intérêts à partager cette énergie. C'est effectivement, comme vous le dites, de simplement créer du lien, par exemple, dans un quartier. C'est des voisins qui se retrouvent ensemble. C'est aussi apporter plus de démocratie dans le marché de l'énergie, puisque effectivement, c'est les riverains qui décident de se partager ensemble de l'énergie. Et donc, finalement, c'est quelque part eux qui décident les règles du jeu, plutôt que d'aller signer un contrat avec une grande entreprise privée. Il y a aussi un intérêt du coup pédagogique. On comprend mieux l'intérêt le fonctionnement de la production solaire qui est quand même fort particulier par rapport à une centrale classique où on produit en continu. Là, il faut comprendre. Et financièrement, est-ce que c'est intéressant ? Parce que là, la personne disait oui, on est plus dans le symbolique au niveau des économies faites. Alors ici, en l'occurrence, c'est intéressant parce que on a pu avoir un tarif réseau réduit sur l'électricité échangée. Demain, à voir si ce tarif réseau réduit peut être supporté par l'ensemble de la société à partir d'une certaine échelle. Mais un autre élément... Donc des coûts de transport, il y en a quand même, mais ils sont moins importants que pour... distribution. Il n'y a pas de coûts de transport. D'accord, des coûts de distribution. Vous savez, transport, c'est Elia, distribution, c'est Sibelga. Et donc ici, il y a eu un tarif de Sibelga qui est quelque part réduit. Et donc effectivement, il faut se poser la question, s'il y a une multiplication des projets et une phase d'industrialisation en fait, des communautés d'énergie, à quel niveau doit-on mettre en fait, le tarif Sibelga pour permettre à Sibelga quand même d'exercer son métier, qui fait quand même par exemple le comptage, ça restera une mission en fait pour Sibelga, et d'un autre côté, faire en sorte que ces projets soient rentables. Et donc il y a une espèce d'équilibre qui doit être trouvé avec le régulateur, les porteurs de projets et Sibelga, entre rendre cette communauté d'énergie dans laquelle nous croyons fortement pour les raisons qui ont été évoquées, mais au-delà de ça, parce que pour nous, c'est l'outil par excellence à Bruxelles pour faire entrer la transition énergétique concrètement chez les ménages. Concrètement, parce qu'on parle toujours du concept de la transition énergétique. Là, c'est quelque chose de très concret. Les gens voient, il y a de la production locale. Cette production, ils vont l'utiliser quand ils consomment. C'est quelque chose qui est très palpable. Oui, mais ce qu'ils veulent, les gens, c'est aussi épargner de l'argent. Est-ce que c'est important ou pas ? Bien sûr que c'est important. Bien sûr, c'est fondamental. Et donc, quand on parle de la transition énergétique locale, elle doit aussi être durable. Et donc, elle doit être aussi, d'un point de vue économique, pour les gens, attrayante. Et il faut trouver cet équilibre entre... permettre à Sibelga de faire son métier, à APER aussi d'être rémunéré pour le métier qu'il exerce, et continuer à ce que ces projets soient attractifs. Et je dirais c'est ce triangle qui, quelque part, doit être trouvé par le régulateur. Ça, je dirais, c'est... Alors, si je peux juste rajouter un élément sur l'intérêt économique, c'est que, bon, ça c'est peut-être sur un plus long terme, mais on voit aujourd'hui que d'année en année, le coût des panneaux solaires, il diminue. Et donc, a priori, pour un producteur va pouvoir se permettre de vendre de moins en moins cher, tout en étant rentable, on va dire, son électricité. Et donc, à un moment donné, les consommateurs vont directement bénéficier du coût, de la diminution du coût de l'énergie solaire. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que il faut aussi que le consommateur adapte sa consommation à la production d'électricité faite par les panneaux photovoltaïques. Donc, quand le soleil donne, c'est un réflexe qu'il faut pouvoir acquérir et que l'habitant que nous avons rencontré n'a pas encore totalement acquis. Écoutez-le sur ce sujet-là. Ce sont des habitudes qu'il faut changer, qu'il faut prendre, mais donc c'est vrai que jusqu'à présent, comme on est avec un tarif bi-horaire,
on privilégie de faire tourner les machines de linge, le lave-vaisselle et ça en soirée, pendant la nuit, durant le week-end. C'est vrai qu'ici, maintenant, on regarde, on se dit « Ah bah tiens, c'est une journée ensoleillée, on va plutôt faire tourner ça, même en journée. » Donc c'est vrai que c'est des petites habitudes qu'il faut changer, entre guillemets. Voilà, changer ses habitudes, il faut vraiment, en fait, quand on adhère à cette communauté. Mais tout à fait, parce qu'en fait, le système, comme l'expliquait en fait le téléspectateur, en fait, avant, on était plutôt en fait poussé à consommer pendant la nuit. Alors pourquoi consommer pendant la nuit? Parce qu'en fait, les industries consommant de la journée, l'électricité qui était vendue pendant la nuit était moins chère. Ouais. Et donc le réflexe que toute bonne, je dirais tout bon consommateur était de brancher sa machine à laver, son lave-vaisselle et qu'importe, pour qu'il tourne pendant la nuit. Ici, en fait, quelque part, il faut changer son comportement. Et c'est effectivement, plutôt que de faire tourner votre machine à laver et de la programmer pour 10h ou 11h du soir, il faut la programmer quand il y a de la production photovoltaïque. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez vraiment une transition énergétique, il y aura des changements de comportement qui seront nécessaires. Mais là où j'insiste toujours sur quelque chose, c'est que ces changements de comportement, il faut les faire avec les gens. Et donc, dans ce type de projet, c'est les gens qui décident en fait de ce qu'ils veulent. C'est avec les gens qu'on construit ce projet. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on pense que les commerçants, de facto, pourraient être intéressés. Oui. Ils sont ouverts toute la journée. Oui. Donc, là, eux, ils l'utiliseraient tout le temps. Oui. Et là, il y en a eu des commerçants aujourd'hui dans cette communauté. L'association, c'est sur base volontaire. Et ici, il me semble qu'on a toqué à la porte de certains commerçants du quartier. Et il me semble qu'il n'y a que des résidentiels. Dans les 15 bâtiments, si je peux dire, concernés, il y en a 4 qui sont appartenant à la commune. La crèche, la bibliothèque, la maison de la prévention et l'école Nobrambin qui, elle aussi, utilise une partie très minime de cette électricité, on s'est compris, et le reste, ce sont du résidentiel. Oui. Il n'y a pas de commerçants. Alors l'idéal, ce serait pouvoir... Là, on ne peut pas se passer d'un autre fournisseur pour l'instant. On est toujours obligé d'avoir contrat avec un autre fournisseur. L'idéal, ce serait... On peut rêver peut-être d'une communauté d'énergie renouvelable autonome. Est-ce que c'est possible, ça, vous pensez? Si on est juste alimenté par des panneaux solaires, c'est très compliqué. Parce que si on consomme la nuit, on se rend bien compte que la nuit, il n'y a pas de production Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, il n'y a pas de technologie qui est faite pour ça, donc ça va être très compliqué. Il y a la question du stockage, on aimerait bien pouvoir la stocker plutôt que la renvoyer sur le réseau. On peut imaginer aussi des communautés d'énergie qui sont basées sur le photovoltaïque, mais aussi par exemple sur de la cogénération. Donc vous pouvez avoir des modèles qui sont soit photovoltaïques, soit de cogénération. Vous pouvez nous expliquer? C'est de la production en fait mixte en même temps d'électricité et de chaleur à partir du gaz, qui peut être du biogaz par exemple, si vous voulez vraiment vous inscrire dans une logique 100% renouvelable. Et donc vous pourriez combiner d'une part de la production photovoltaïque pour la journée par exemple, mais s'il n'y a pas de soleil, vous pouvez utiliser de la cogénération, mais vous pouvez aussi imaginer une forme de stockage. Et là, le véhicule électrique potentiellement peut devenir effectivement une source de stockage de l'énergie assez importante, au sens où un véhicule électrique pourrait venir se pluguer en fait sur la communauté d'énergie. À un moment donné où il y a de la production photovoltaïque pendant la journée, il se recharge. Et à un moment, le soir par exemple, il n'y a plus de production photovoltaïque, il faut passer le pic de consommation du soir. Et là, à ce moment-là, on utilise une partie de l'énergie qui est stockée dans les batteries du véhicule pour l'injecter en fait dans la communauté d'énergie. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, ça. Ça se fait au Japon. Donc c'est pas de la science-fiction, je dirais ces véhicules en fait qui sont bifluides. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais ça va tellement vite en termes de développement des technologies en matière énergétique que pourquoi pas, je dirais dans les années qui viennent. Mais voilà. Ouais, on parlait de la vitesse de développement. Vous pensez, vous, que dans quelques années, ce qui paraît précurseur aujourd'hui dans cette émission, ce ne sera plus du tout et ce sera devenu très commun? Oui, tout à fait, je pense. Parce que on se rend compte que c'est un concept qui est effectivement très concret et qui parle aux gens. Mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au changement de comportement. Alors, il y a effectivement l'enjeu de déplacer sa consommation au moment où il y a de l'électricité qui est produite parce que les conditions météo font qu'il y a de la production. Mais avant ça, il y a quelque chose de plus fondamental et dont on ne parle pas assez, c'est la réduction de la consommation. Donc c'est éviter au maximum de consommer pendant les périodes où il n'y a pas de production et même de manière générale, ça, toutes les études le disent, on n'y arrivera pas à du 100% renouvelable sans une diminution du niveau global de la consommation. Donc ça doit clairement rester le message principal. Et quand on parle de déplacement,
il faut bien expliquer aux gens qu'il n'est pas question, un exemple très caricatural, d'aller ouvrir la porte du frigo pour essayer de consommer un maximum pendant qu'il y a du solaire. Ça n'a évidemment... Enfin, je caricature la personne qui va le faire, mais c'est pour comprendre... Je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais là, en préparant cette émission, vous m'avez dit 118 quartiers à Bruxelles. Oui. Vous pensez qu'il peut y avoir cette communauté par quartier, voire plusieurs par quartier? Oui, en fait, nous, dans la réflexion qu'on a menée sur la vision de l'énergie ou je dirais du monde énergétique bruxellois à l'horizon 2050, on avait imaginé en fait des quartiers qui étaient quasiment en fait self-supporting, où effectivement vous aviez cette consommation d'énergie qui s'appréhendait au niveau du quartier. Alors pourquoi le quartier? Effectivement, il y a 118 quartiers, parce qu'on se rend compte que la typologie socio-économique des gens est quasiment similaire dans les quartiers. Et pourquoi c'est si important? Parce que comme vous l'expliquiez, en fait les gens doivent se parler. Les gens doivent aller se voir pour à un moment donné échanger cette énergie. C'est tout l'intérêt effectivement d'un point de vue social que les gens se rencontrent et discutent sur leur consommation énergétique. Et donc on voyait effectivement au niveau des quartiers un partage de la production, un partage de la consommation qui pouvait se faire effectivement du photovoltaïque, de la cogénération, mais ça peut être les piles à combustible, ça peut être aussi les pompes à chaleur, ça peut être aussi les véhicules électriques qu'on vient plugger au niveau des quartiers. Donc nous, toute notre réflexion se fait au niveau des quartiers parce qu'on pense que c'est plus facile quelque part de discuter en fait avec quelqu'un qui est, je dirais, similaire à vous dans ce concept de partage d'énergie. Voilà, je vais devoir arrêter là puisque les 26 minutes sont déjà terminées. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. On aura sans nul doute l'occasion d'y revenir dans quelques temps avec vous par exemple pour faire un bilan de cette communauté d'énergie renouvelable. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée à tous.